On a peu parlé des femmes. Il y a quand même 177 femmes philosophes depuis l'Antiquité à nos jours, dont les manuels ne parlent pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de parler au moins d'une que vous ne connaissez peut-être pas, Anne Fish Conway. Vous connaissez? Jamais entendu parler, mais ça je m'en doutais bien, c'est pour ça que je vous en parle. Alors cette femme, la pauvre, elle était... enfin la pauvre. C'était une jolie fille, pour commencer, et donc elle avait quand même cet avantage-là. Ensuite, elle avait un frère qui suivait des études de philosophie. Et donc, elle avait pu regarder ce que faisait son frère. Elle avait accès à une érudition qui n'était pas pour elle. Mais bon, son frère, comme il aimait bien, il lui donnait ses cahiers, et elle pouvait regarder ce qui suivait comme enseignement. Et elle était très contente de s'enrichir de des connaissances que lui-même comment dire, récupérait dans les universités. Et puis, elle était malade, pardon 17e, fin 17e. Et elle était malade, puisqu'elle avait des maux de tête abominables. On lui faisait des saignées dans le cou, dans les jugulaires, c'était abominable. Et elle souffrait terriblement. Et cette jeune femme trouve un mari, ou plutôt un mari la trouve, je ne sais pas. Et cet homme-là, par contre, est très très amoureux d'elle et il a les moyens. Donc, quand il voit qu'elle souffre, qu'à des moments, elle en fait des délires, hein. Elle reste alitée pendant des jours et des jours, on ne peut pas ouvrir une fenêtre parce qu'elle ne supporte aucune luminosité. Quand il voit que sa femme souffre comme ça, il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rendre la vie plus heureuse et plus agréable? Et elle aime les livres, elle aime la connaissance, et il se dit, bon ben voilà, je vais lui offrir une bibliothèque. Et c'est comme ça qu'Anne Fish Conway lit les cours de son frère, commence à choisir des livres qu'elle fait commander par son époux, puisqu'elle suit des enseignements à distance. C'est comme si elle suivait par correspondance des cours. Et à ce moment-là, elle voit que, bien, tiens, on cite un Descartes, tiens, on cite tel auteur. Donc après, elle demande à son époux de lui procurer le manuscrit, de manière à ce qu'elle puisse en prendre connaissance, etc. Et elle devient comme ça rapidement érudite en philosophie. Et elle a cette faculté d'être intelligente aussi. Ce n'est pas simplement une érudition qu'elle collecte un peu partout, c'est qu'elle lit, elle comprend, elle intègre, elle questionne son frère quand elle le voit, et puis de temps à autre, eh bien, elle dit à son frère, est-ce que si un jour je t'écris une lettre, tu accepteras de la donner à un de tes enseignants pour que je puisse poser des questions? Son frère dit, quand même, tu exagères. Oui, mais quand même, tu pourrais essayer. Et un jour, il lui dit, écoute, vas-y, écris ta lettre. Et elle écrit une lettre, et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir un soutien à l'université, et donc ça sera une des premières femmes à suivre des enseignements à distance, Anne Fish Conway, à avoir donc les éminents professeurs à Oxford, etc. Je veux dire, c'est pas des universités non plus qui manquent de réputation. Elle arrive à avoir des correspondances, elle arrive à avoir des cours particuliers à distance, et elle arrive comme ça à se faire toute une culture philosophique. Et à partir de ce moment-là, elle commence à écrire. Elle commence à écrire et elle écrit tout un traité de métaphysique. Un traité métaphysique dans lequel elle parle d'une monade, une monade dans laquelle on va contenir les choses. Et on sait que par la suite, quand elle mourra, parce qu'elle va mourir jeune, malheureusement, cette jeune femme, eh bien, ses écrits seront transmis, parce que le médecin avait lu ses écrits, le médecin de famille qui était tout le temps auprès d'elle, eh bien, ces écrits passeront dans les mains de Leibniz, qui lui-même, plus tard, écrira la monadologie. Vous voyez, donc, elle a influencé la métaphysique de Leibniz, parce que Leibniz est un érudit, attention, hein. Il connaît quand même Aristote, il connaît dans les lettres à Farvala, il a parlé de la monade du temps de Démocrite, etc. Mais en même temps, il s'est intéressé à cette philosophie métaphysique et corpusculaire d'Anne Fish Conway. Elle parle des entités que nous ne percevons pas et qui existent, et qui sont plus légères que nous. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer ça d'un point de vue physique, mais je veux dire, voilà, elles sont plus métaphysiques que nous, c'est-à-dire plus légères que nous, moins chargées encore, donc on ne les voit pas, parce que nous n'avons pas de seuil de perception. C'est les anges, vous voyez, c'est toutes ces entités-là, le corps astral. Et elle dit qu'il y a toutes ces dimensions-là que nous ne percevons pas, mais qui existent. Et là où on croit qu'il y a du vide, il y a encore de la présence. Et là, on comprend que pour Leibniz, quand il écrit la monadologie, quand il dit qu'il y a la monade brute, donc la pierre, etc., ensuite une monade un peu plus perfectionnée, on arrive à la monade vivante, c'est-à-dire la plante, même le plancton, la plus petite plante, le plancton, puis la plante la plus perfectionnée, jusqu'à l'animal le moins parfait, puis l'animal le plus parfait, vous voyez. Lui, il passe par CD comme ça pour arriver l'homme, les entités et Dieu. Il dit les entités, mais il n'en parle pas précisément. Alors qu'elle, elle a écrit tout un traité où elle explique justement qui sont ces entités et comment elles sont. Pourquoi? Bien, on pense que dans ces moments où elle avait ses délires et ses fièvres, elle devait avoir en vision des choses d'un autre monde, c'est-à-dire d'une autre dimension. Et elle devait avoir des perceptions
intuitive d'un arrière-monde qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Donc elle écrit un traité de métaphysique complet, basé sur une monadologie, à partir de laquelle on peut entrevoir aussi quelque chose de typiquement métaphysique. Et on ne passe pas de l'homme à Dieu directement, mais de l'homme à des entités, des anges, des choses qui sont imperceptibles pour nous, pour arriver graduellement à la perfection absolue qui serait Dieu. Voilà, ça c'est Anne Fishcon. Vous voyez, c'est une femme qui a été Anne, A2N, Fish, F-I-C-H, Conway, W-A-Y. Conway, Conway, C-O-L-W-A-Y. Alors, Anne Fishcon-Wain, eh bien, elle va ouvrir, si vous voulez, une voie à la connaissance, mais d'un autre côté, qui va vite se refermer aussi, parce que derrière elle, on sait très bien aussi qu'il y aura peu de gens qui vont suivre, parce qu'il aurait fallu que les femmes aient accès à la culture, qu'il y ait un mouvement, on va dire, de femmes, de philosophes qui auraient pu travailler derrière elle ou avec elle, et malheureusement, ça n'a pas pu se faire, vous voyez. Mais c'est pour dire, les femmes, j'en parlais tout à l'heure, parce que, je vous ai dit, elles étaient 177 dans l'histoire de la philosophie. Parce que dès l'Antiquité, il y en avait un. Dioptime, dans le banquet. Tout le monde pense que c'est un homme, Dioptime. C'est une femme. C'est elle qui insuffle le discours sur l'amour à Socrate. Vous avez Cléobuline. C'est une femme aussi, Cléobuline. Et elle enseigne aussi la philosophie. Il faut savoir que les femmes philosophes dans l'Antiquité sont des courtisanes, c'est-à-dire des belles femmes qui pensent et qui sont filles de nobles, en fait. Donc elles ont accès à la culture, etc. Le mot courtisane n'a pas la connotation péjorative. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de relations sexuelles. Attention. Si elles trouvent qu'un homme est charmant, beau, intelligent et qu'elles ont des accointances avec lui, elles peuvent effectivement avoir une aventure ou une liaison avec lui. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas des prostituées, si vous voulez, qu'on invite au banquet. Elles viennent parce qu'elles sont brillantes, elles discutent aussi, et si elles veulent, si elles en ont envie, éventuellement, elles peuvent, elles aussi, s'adonner à quelques ébats amoureux, si ça les intéresse. Mais ce n'est pas l'objectif premier.